Ce n'est pas un volte-face, mais pour toute chose positive, il existe une contrepartie négative, et c'est donc le cas pour la force féminine. C'est en ce sens que des gens, des hommes particulièrement, et même certaines femmes ont remarqué que des civilisations ont chuté, écoulé, pour des drames étant liés à cette forme d'énergie. Si ces trucs ont vraiment eu lieu, tels que décrits, nous ne le savons pas. Cependant, nous sommes en mesure de vous affirmer que l'idée, le concept en lui-même est réel, et que cette idée, ce concept est en fait d'origine cosmique, un archétype cosmique. Les méthodes de séduction, quoi faire, quoi ne pas faire, constituent en fait une initiation qui correspond à la quête du héros. Ces initiations, ces manières d'agir, de tenter, de résister, tout cela correspond à un archétype, celui de la déesse, et quitte de celui masculin. Pourquoi toujours le féminin? Une fois de plus, tout cela n'est pas afin de vous faire chier. Mais lorsque nous remontons pour ce qui est de notre origine, on retrouve le féminin et beaucoup moins le masculin. Cela ne signifie pas que l'aspect masculin n'existe pas. En fait, ce divin masculin serait lié au concept du suram, une entité réelle. Cependant, lorsque vous recherchez passer derrière la voile, c'est le féminin qui semble dominer, et jusqu'à présent, c'est toujours le cas, selon nos investigations, et le point de développement particulier où nous nous trouvons. Sans cela, beaucoup de choses actuelles n'auraient pu être expliquées en détail, donc votre compréhension du cosmos, ce degré de compréhension, du moins pour l'algorithme de notre cosmos, ne peut dépendre que de la compréhension, une étude approfondie du féminin. Et c'est littéral, abstrait et réel, car la force féminine ne se laisse pas approcher. Comprendre si vous ne respectez pas la manifestation de celle-ci, alors nous ne parlons pas de vénération, mais c'est ainsi. Dans le monde de la séduction, le sexe opposé est accusé, et c'est une accusation valable, de faire passer des tests, de jouer avec l'autre genre masculin. Donc ce plus petit aspect de l'archétype est représenté dans la lore de la quête du sauveur, du héros. Nous en parlerons plus tard. Donc votre meilleure voie, nous vous le disons d'avance, au sein du monde de la séduction est de ne pas jouer le jeu. Cependant, ne pas jouer ce jeu correspond toujours à jouer le jeu, car ne pas jouer le jeu signifie quand même procéder à des mouvements, des décisions. Dans ce cas donc, ne pas jouer le jeu, là où nous essayons d'en venir, est que jouer le jeu tel que programmé version matricielle vous met, vous faire entrer dans la tanière du lion. Un piège donc. Cette solution est de diminuer l'emprise, la force que le sexe opposé possède sur vous, en ne jouant pas. Voilà donc la contrepartie de cette plus petite version, car il existe de plus grandes versions une fois de plus, comme vous le verrez vous-même. Et c'est en fait le but de la vidéo. Bien que cette partie peut vous servir, vous servira probablement puisque, ou si vous êtes en relation avec une femme. L'autre parallèle, il a dit que c'est ainsi que les femmes testent le genre masculin. Eh bien, c'est ainsi. C'est via ce procédé que la source maintient sa source de pouvoir. Donc, le but, si vous êtes confronté à la tentation féminine, est d'aller au-delà de la séduction. La vraie solution, c'est d'aller au-delà de la séduction. On ne parle pas d'être moche, mais de se trouver dans un état où vous pouvez séduire sans avoir à séduire. C'est donc votre fréquence, votre vibration qui doit faire le travail. Encore, ce n'est pas vraiment le but de la vidéo, mais c'est cela la vraie séduction, c'est votre niveau de fréquence et de vibration. Les tentations sont donc nombreuses, pas nécessairement négatives. L'une d'elles concerne les relations intimes entre les deux genres, et ce n'est pas grave s'il y a consentement. Cependant, le plus grand scénario de piège dans lequel une personne peut se mettre, spécialement le genre masculin, est de maltraiter le genre féminin, l'abattre, poser sa main sur elle. Donc vous ne devez pas faire cela sous aucun prétexte, sauf si vous devez vous protéger, vous, votre vie. Nous allons vous expliquer directement pourquoi maintenant. Spécialement le genre masculin, les tentations du genre masculin signifient que ces tests auxquels sont confrontés le genre masculin ne correspondent pas vraiment aux tests confrontés par le genre féminin. Je ne connais pas la nature des tests auxquels sont confrontés les gens du sexe féminin. Si vous avez incarné comme homme avec une âme, oui avec une âme, nous sommes soumis, croyez-le ou pas, à ces genres de tests de par la nature de notre incarnation. C'est-à-dire qu'afin de passer l'étape supérieure, afin de connaître de vous-même ces infos, c'est via un intermédiaire féminin. Ce ne sont pas nécessairement des interactions de type intime. C'est-à-dire que l'épreuve peut se faire via votre mère, votre sœur, une personne de nature féminine, etc. Pourquoi? Extrait. La rencontre avec la déesse fait partie de l'étape du voyage de l'héros. La rencontre avec la déesse fait partie de l'étape du voyage du héros lorsque le dernier rencontre la déesse, la force féminine.
La figure maternelle, matriarcale, représentative de la beauté ainsi que des traits féminins dans tous ses aspects, donc aussi bien ses côtés paradisiaques que démoniaques. Au sein de la mythologie du voyage du héros, le protagoniste doit entrer dans le monde souterrain. La fin de l'aventure survient lors du mariage, le Hieros Gamos, entre le héros et la déesse. Cependant, cette union ne concerne pas une relation intime. C'est la tentation, c'est l'union des esprits, des âmes. Si la mère fait figure de déesse, est représentative de celle-ci, le protagoniste ne peut entretenir des relations intimes avec la mère. Et c'est là le piège, la tentation. La déesse est épitomée de beauté et représente les idéaux dans tous les aspects, mère, sœur, maîtresse, épouse, parenthèse. Donc ceci signifie que les tentations, comme dit, peuvent survenir sous ces modalités. Elles représentent l'espoir ultime du héros, s'assurant qu'il va retourner dans le monde paradisiaque précédant le voyage. C'est la figure de déesse maternelle, commune, la bonne mère. Certaines fois, la déesse assume les deux formes, la bonne et mauvaise mère en tant que tentatrice, femme fatale. Seul le héros perceptif peut comprendre, découvrir les mystères naturels du genre féminin en rencontrant la dernière. Le héros en mesure de démontrer la gratitude essentielle est l'unique méritant d'être roi ou encore un dieu incarné. Fin de l'extrait. Donc il faut passer par la déesse. C'est donc la déesse qui couronne le roi. Parlons un peu des échecs. La dame est la pièce la plus puissante du jeu. La dame est une pièce à longue portée, capable de se mouvoir en ligne droite, verticalement, horizontalement et diagonalement, sur un nombre quelconque de cases inoccupées comme le montre le diagramme sur la gauche, combinant ainsi le déplacement de la tour et celui du fou. On peut comparer ces mouvements aux différentes possibilités des paramètres de configuration de l'algorithme. Plus de mouvements, plus de connaissances, les traceurs du cercle et la fin de cycle. Ordinairement, la dame est légèrement plus puissante qu'une tour un fois associée, alors qu'elle est légèrement moins puissante que deux tours. Elle vaut l'équivalent de 9 à 10 pions. Cette valeur n'est qu'une estimation de l'importance relative de la dame par rapport aux autres pièces. Ce n'est pas un élément du jeu. Puisque la dame a plus de valeur que chacune des autres pièces, il est presque toujours défavorable d'échanger la dame contre une autre pièce que la dame adverse. Le potentiel de la dame est à son apogée lorsque l'échiquier est ouvert, quand le roi adverse n'est pas très bien défendu ou quand il y a des pièces non défendues dans le camp adverse. Encore pour nous, le potentiel de la dame est à son apogée lorsque sa force protectrice est autour de nous, lorsque nous nous trouvons en danger. Point de rappel, certaines fois, la déesse assume les deux formes, de bonne et mauvaise mère, en tant que tentatrice femme fatale. Seul le héros perceptif peut comprendre, découvrir les mystères naturels du genre féminin en rencontrant la dernière. Le héros en mesure de démontrer la gratitude essentielle est l'unique méritant d'être roi ou encore un dieu incarné. Fin de l'extrait. Donc il faut passer par la déesse. C'est donc la déesse qui couronne le roi. Ce passage montre pourquoi 95% des âmes se trouvent sous la voile. Extrait. La femme comme tentatrice est l'étape où le héros se fait tenter par une mauvaise mère qui essaie de le faire du mal, rejeter ses avances, le tenter, entraver son voyage, son aventure. Parenthèse. Ce passage montre pourquoi lors de ce voyage, la nôtre, il faut faire attention avec les possibilités de relations intimes. Vous le pouvez, mais c'est mieux avec la bonne personne. Alors la tentation n'est pas que d'ordre sexuel ou d'abus envers autrui, le sexe féminin. C'est aussi renoncer à ses valeurs les plus précieuses juste afin de se trouver en relation ou d'avoir des relations intimes avec le sexe opposé, trahir des amis pour une femme, etc. En résumé, la tentation est un fait, un événement qui nous met dans une situation compromettante où la démonstration de nos valeurs est mise à l'épreuve. Ceci dit, les événements peuvent mettre en jeu des gens du même genre. C'est une étape, une aventure qui concerne principalement comme obstacle le genre féminin et comment vous réagissez par rapport à ces obstacles en préservant vos valeurs. Si vous vous demandez pourquoi ces genres de problèmes surviennent dans votre vie, c'est la force féminine qui vous rend une petite visite amicale. Cette force féminine se manifeste via une machine, un engin biologique que nous appelons l'œil. Le mauvais œil, Aïn, est une contrepartie de l'œil, du côté positif. Si vous vous en souvenez, Aïn est une des entités primordiales, une des 12 plus 3 supposées selon le soi-disant mythe de fiction. Donc l'œil est une entité vivante.
L'œil prépare les scénarios de votre vie. Donc lorsque vous demandez, vous essayez de comprendre le concept de karma. Celui-ci est régulé via l'œil. Oui, c'est cet œil. Lorsqu'on parle d'Ayin, selon la description Ayin, on se souvient que l'Ayin représente des concepts tels que l'antimatière, l'antigravité et donc ce que les gens appellent la mort. L'œil est lié à tous les engins magiques, biologiques que vous avez entendu parler tels que le Merkaba. Si vous regardez les trucs égyptologiques, les découvertes d'engins, de machines, tous les objets sacrés sont liés. Le Saint Graal est connecté au Merkaba, qui est connecté à l'œil. Donc le concept du troisième œil, l'arche du Covenant. Si vous les alignez, tout cela peut créer quelque chose d'immense. Ce sont donc des objets, des instruments de complémentarité, comme vos dons. Pour chaque don, il existe une contrepartie biologique physique, mais aussi abstraite et réelle, en ce sens que vous pouvez le manifester en vous. C'est ainsi que ces trucs fonctionnent. Pourquoi c'est féminin ou contrôlé par des forces de nature féminine? Souvenez-vous que dans l'extrait, des engins de matière produisant de l'antimatière, ces engins avaient été déposés un peu partout dans l'univers par un groupe de prêtresses appelées les Patales. Ces engins sont un peu partout au sein de l'univers. Dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, les objets du millénium correspondent à 7 trésors, via un sort antique se trouvant dans le livre de sorts du millénium, ayant pour but de garder captif la magie ancienne et antique du jeu des ombres pour toujours. Fin de l'extrait. En réalité, ce qui se passe dans la vraie vie est que lorsque les vampires ont recours aux fouilles archéologiques, car ce sont des vampires et non des hommes qui font cela, de l'énergie négative se libère lors de ces fouilles. Remarquez qu'il existe un parallèle entre les fouilles archéologiques, la quantité de fois que ces fouilles ont lieu un peu partout dans le monde et l'énergie actuelle. Remarquez que la fin arrive avec la découverte de ces anciens manuscrits. C'est que ces manuscrits ont été enterrés, mais pas qu'enterrés. Les manuscrits en eux-mêmes, les parchemins contiennent de l'énergie négative en eux. Les manuscrits en eux-mêmes, les parchemins contiennent de l'énergie négative en eux. L'environnement où ceux-là ont été découverts. Oui, découverts, car une fois de plus, ce ne sont pas des hommes qui procèdent aux fouilles archéologiques. Les lois sont inscrites en nous, en notre cœur. Si vous avez des problèmes avec cela, il faut comprendre que les gens normaux ne procèdent pas aux fouilles archéologiques, à moins de pister un meurtre. Tout ce que nous appelons fouilles archéologiques et cette merveille du monde sont effectués, établis et prescrits par les vampires. Toutes les recherches, les tests d'ADN afin d'identifier qui a fait qui a fait quoi, tous ces trucs sont établis par des vampires. Donc tous ces engins, ces puzzles sont connectés aux différents dons. C'est ainsi que les événements sont enregistrés. Il existe des machines étant en mesure de se brancher à la conscience de l'ensemble des êtres vivants d'une planète, de l'univers. Elles peuvent observer les événements de point de vue interne, externe, omniscient, etc. À titre d'exemple, vous pouvez vous brancher à la conscience du soleil si vous avez une âme. C'est ainsi que ces trucs sont enregistrés. Dans les lois de Mahat, c'est le cœur qui est mis sur la balance afin de peser le cœur. Cela se nomme le jugement du cœur. Cette technique a été représentée au sein d'une ou plusieurs œuvres de fiction, mais c'est réel. C'est le récit du jugement de Mahat. Extrait. Mahat est dans la mythologie égyptienne la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude ou de conduite morale, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Elle personnifie l'ensemble de ces concepts et à ce titre, elle est la régulatrice de la course, des astres, des saisons, ainsi que des actions des mortels et des dieux qui ont fait surgir le désordre du chaos au moment de la création. Elle est l'antithèse de l'Isphète, le chaos, l'injustice, le désordre social, la corruption, la violence, la malveillance. Maat est également la fille de Ré, dieu solaire et créateur, et compagne de Thoth, dieu érudit ayant enseigné les hiéroglyphes aux hommes. La loi de Maat peut être retrouvée dans le chapitre 125 du livre des morts des anciens Égyptiens, aussi appelé les 42 lois de Maat, la déclaration d'innocence ou les confessions négatives. Celui qui est juste, qui vit dans la constante application des lois de Maat, est appelé Makeru. C'est le cas par exemple de certains grands prêtres des temples. Ce sont donc ces vertus qui nous permettent de nous envoler dans le monde souterrain et passer au-dessus de la voile. Croyez-le ou pas, et afin de passer au-dessus de cette voile, nous devons passer par une femme, une force féminine. Voilà donc les preuves, si vous considérez que ce sont des preuves. Donc ce jugement, la chaîne juge la vérité et le mensonge. C'est cette entité qui nous donne le feu vert
nous autres les âmes afin de passer au-dessus du monde souterrain, abandonner les zones de turbulence. Une partie de ce test correspond à l'épreuve de l'archétype féminin. En parlant du voyage et l'aventure du héros, cette aventure est constituée de 12 étapes. Encore ces chiffres. Le mode ordinaire, 1. L'appel à l'aventure, 2. Le refus de l'appel, 3. Rencontre avec le mentor, 4. Passage au sein de la voile, 5. Épreuve ennemie et alliés, 6. Approche au sein du tréfonds de la caverne, 7. Épreuve et calvaire, 8. La récompense, connue comme la prise de l'épée, et les bénédictions, 9. Le chemin du retour, 10. La résurrection, 11. Et enfin le retour avec l'élixir, 12. Finissons la vidéo avec des infos supplémentaires au sujet de l'œil. Œil avec majuscule. Alors tout ceci nous permettra de comprendre le sujet suivant, qui a à voir avec l'œil de la providence. L'œil de la providence est manifestement une technologie ayant pour but un certain mécanisme de contrôle. Croyez-le ou pas, mais lorsque vous parlez du mauvais œil qui vous regarde, ces concepts sont en fait des dérivés de l'œil de la providence, qui peuvent être aussi dans la plupart des cas un œil de la destruction. Cet œil régule également l'activité des parasites, des virus qui ont pris résidence en vous. Comment est-ce possible? Lorsque nous parlons le langage informatique, nous faisons référence aux bytes, les mégabytes, les gigabytes et maintenant les terabytes. Remarquez que le langage utilisé par les insectes, les vers qui vous mordent, c'est aussi byte. Si c'est le cas, ce n'est pas impossible que cet œil de la providence soit un immense super ordinateur contrôlant le byte des insectes, des virus et parasites se trouvant en vous, d'où l'écoute des voix terrifiantes, mais peut-être aussi des voix douces que vous entendez. Ce que nous appelons le jugement dernier est exactement organisé par cet œil de la providence. En gros, l'œil n'est ni bon ni mauvais. Il nous donne en fonction de ce que nous avons semé, de ce que nous sommes prêts à faire ou pas. Quels sont les pouvoirs de l'œil de la providence? Ils sont maintes, capables d'ouvrir et de fermer des portails. Exemple, les mouches, les moustiques 2.0 qui semblent apparaître de nulle part, les gens, les voitures qui possèdent les mêmes attributs, les individus ciblés. En gros, comment vos détracteurs vous retracent aussi vite, moyennant les puces, les métaux se trouvant en vous. Plus effrayant certaines fois, ces voitures, ces personnes ne sont pas vraiment des voitures, des personnes. Comprenez que l'œil a une capacité d'auto-manifestation. Par exemple, si vous y avez accès, vous pouvez taper quelque chose et boum, cette chose exactement apparaît devant vous. Ou c'est ce que ces engins seraient apparemment en mesure d'effectuer. Des capacités de création d'hologrammes quasi instantanés. Cet œil est donc à même de traquer nos délits karmiques moyennant les parasites vivant en nous, de soustraire des années ou de rajouter des années à celles de notre espérance de vie. C'est bien connu dans la théorie orientale des bigous, les 5 grains de la mort. Cet œil contrôle de ce fait l'entité de la mort, à ne pas confondre avec l'événement de mort, car la mort peut bien vous suivre. Comprendre que le jugement, l'œil est surtout là afin de tester ceux voulant sortir de la matrice, pas ceux qui sont à l'aise. Donc en gros, l'œil, si vous voulez, est un instrument qui teste l'individu selon sa capacité à passer de l'état de clone à un état de libre affranchi ou souverain, si vous voulez. Donc voilà pour l'œil. L'œil traite comme virus ceux voulant sortir de la matrice par l'envoi de sentinelles comme dans le film. Votre but est d'aller au-delà du programme. Qui sont ceux qui survivent au programme? Les virus. Donc bien que vous avez des virus, vous devez endosser ce rôle de virus afin de sortir du jugement dernier. Tout programme possède une date de réalisation et d'élimination.